Bonsoir à tous et merci d'avoir, lors de notre dernière séance, voté pour ce thème. L'art a-t-il un devoir? Un sujet qui me tenait à cœur. Euh, alors, j'avoue qu'entre la mission et l'art, pardon, la mission et le devoir, la frontière est assez mince, mais les deux sont imbriqués. Mais j'ai essayé tout de même de structurer cette introduction et de ne pas être hors sujet. Je suis partie de la définition de l'art. Alors, l'art, qu'est-ce que c'est? C'est une activité qui s'adresse, petit 1, au sens, petit 2, aux émotions et petit 3, à l'intellect. L'art s'adresse au sens. L'art découle de l'intention de faire plaisir. Il fait réagir le corps. L'art est divertissement. Il flatte nos sens. Devant un beau concert, devant un beau tableau, devant un Renoir, par exemple, le peintre du bonheur, eh bien, on ressent un certain apaisement, une certaine sérénité. L'art est beauté, bien que, s'agissant de la peinture, essentiellement, jusqu'au XXe siècle, la peinture était en quête de cette beauté. Mais avec certains mouvements artistiques, au début du XXe siècle, Dada, les ready-made de Marcel Duchamp, qui a élevé un simple bidet au rang d'œuvre d'art, c'est bien souvent le subversif qui a remplacé la beauté. L'art abstrait aussi, qui a vu le jour au tout début du XXe siècle, par rapport à la peinture figurative, s'adresse plus à l'intellect qu'au sens. Aujourd'hui, l'art contemporain, il est plus que jamais subversif. Il découle de l'intention de choquer par la force des messages qu'il contient. Et l'œuvre d'art contemporaine va loin dans la subversion, avec l'utilisation, par exemple, de sang humain, voire d'excréments. Je pense à certaines installations et certaines performances contemporaines que nous pouvons voir dans de nombreux musées d'art contemporain. Alors, l'art a comme mission de s'adresser à nos sens, mais a-t-il le devoir aujourd'hui de revenir à une certaine esthétique universelle? Eh bien, c'est toute la question de l'art du XXIe siècle, mais c'est peut-être un autre sujet philo. L'art est partage, il a un pouvoir universel, il a un rôle social. Il est le témoignage de toutes les époques de l'humanité, depuis l'art pariétal jusqu'à l'art contemporain. Avec la mode de certains arts éphémères, la question se pose. Le devoir de transmission aux générations futures est mis à mal. L'art est une activité qui s'adresse aux émotions, même si globalement, la primauté de l'intellect et du concept sur l'affect a été la pierre angulaire de l'histoire de l'art moderne. L'art peut encore et heureusement transcender notre quotidien. Et ce ressenti individuel devant une œuvre d'art peut se transformer en émoi collectif. Alors, je vais prendre un exemple tout personnel. Je pense à la grande exposition Vermeer qui a eu lieu au Louvre il y a quelques années, où les visiteurs étaient nombreux, les vibrations aussi. Certaines expositions sont des moments de grâce, des rencontres. Les œuvres cinématographiques, elles aussi, continuent de nous faire pleurer ou de nous faire rire. La littérature également, les pièces de théâtre ou les concerts de nous enchanter.
J'aime beaucoup l'architecture et je suis personnellement admirative aujourd'hui des prouesses architecturales de notre époque. L'image me vient de la fondation Louis Vuitton de Franck Gehry, ce bateau à voile, cette chrysalide minérale qui est au cœur du bois de Boulogne. L'art est une activité qui s'adresse à l'intellect. Il est porteur de messages. C'est un vecteur de transmission à travers les âges. Il est un lieu de liberté individuelle, mais il est également un lieu de liberté collective. Se passer de l'art, eh bien, c'est souvent le cas dans les régimes totalitaires. Et cela se traduit par la censure. L'autodafé de livres, par exemple, en Chine, le mépris et l'interdiction de certaines œuvres considérées comme dégénérées, référence faite au régime nazi. Je prends pour exemple également, s'agissant de la liberté individuelle et de la liberté collective, de la puissance subversive de la poésie en Roumanie sous un régime soviétique fort. Elle était une soupape de liberté. Je pense également aujourd'hui, enfin pas seulement, c'est déjà un petit peu ancien, aux subcultures contestataires que furent le graffiti et aujourd'hui l'art urbain, là où la rue devient un lieu d'expression populaire, avec par exemple Banksy, mondialement connu pour son œuvre engagée, anticapitaliste, antimilitariste. L'art peut être propagandiste au service d'une idéologie, le réalisme socialiste, j'en ai parlé, ou bien sous le régime nazi. Il s'adresse à l'esprit en vue de le formater. L'art est alors sous la coupe d'un pouvoir politique, d'une idéologie. L'art a un devoir éducatif en émancipant aux différentes formes d'art pour former le goût. L'appel est fait souvent aux enseignants lors de sorties scolaires, dans les musées, dans les théâtres, dans les salles de cinéma. Des volontés individuelles se sont manifestées dans les écoles de comédiens en sous-activité, Covid oblige, pour y faire des animations artistiques. Et je reviens sur un témoignage très récent, je ne sais pas si vous l'avez entendu, de Philippe Torreton lors du journal télévisé, qui a dit s'être engagé dans une action auprès du collège de son fils, dans la classe de 5e, pour faire une animation. Et j'en profite pour aborder ce contexte de pandémie. Rappelons-nous les danseuses de l'opéra dansant sur son parvis, les protestations devant les librairies fermées et les salles de spectacle. L'art nous est indispensable et la population l'a crié haut et fort. Il a une mission et un devoir thérapeutique. L'art-thérapie, la musicothérapie dans les EHPAD, les hôpitaux où des associations d'artistes s'investissent auprès d'enfants atteints de cancer, par exemple. Et enfin, pour conclure, je dirais qu'aujourd'hui, dans un monde digital qui va nous happer de plus en plus, l'art devra avoir un rôle essentiel, un devoir, celui de nous faire rêver, d'enchanter notre vie, et l'art devra se réinventer. Les musées devront cohabiter avec la virtualité la plus audacieuse, et ce sera à nous d'apprendre aux générations futures à faire la différence avec la communication et l'éducation. Et je vous remercie de votre écoute. Je passe la parole à Edith. Et je désactive le son. Bien. Oui, merci. Edith? Oui. Voilà, parfait. Voilà. Bon, eh bien, voilà, il y a plein de choses.
plein de choses que je ne connais pas, de l'histoire de l'art contemporain, etc. Et je voudrais simplement, moi, poser deux questions philosophiques, bien qu'il y ait plein de problèmes philosophiques qui ont été évoqués par Béatrice à partir de cette question. D'abord, je veux rappeler que cette question a été posée en octobre dernier, au dernier Café Philo. Elle a été posée. Oui, c'est bon. Moi, tu peux recadrer un petit peu ton image? Ah non. Attends, non, ah oui, comme ça? Voilà, qu'on te voit, c'est quand même mieux. On me voit. Excuse-moi. Oui, oui, c'est bon. Oui, ça a été posé en octobre dernier. En octobre dernier, on venait de subir, si on peut dire, l'assassinat de Samuel Paty, le prof d'histoire géo, qui avait montré des caricatures de Mahomet dessinées dans Charlie Hebdo pour illustrer un cours sur la liberté d'expression dans la presse. Période de montée du péril Covid-19 et des mesures gouvernementales pour limiter les rencontres entre les gens, et notamment celle de fermer les librairies, les salles de spectacle, les cinémas, les musées. Et enfin, aujourd'hui, on traite cette question 2 jours après la mort d'Anne Sylvestre, qui chantait à mes enfants « J'ai une maison pleine de fenêtres, en large et en long et en large, et pleine d'habitants qui grognent et qui n'ont pas le temps. Pas le temps d'écouter des chansons, pas le temps d'aller au spectacle, pas le temps de faire ou d'entendre de l'art. » Eh bien, aujourd'hui, de même, il me semble que nous sommes dans une période où les gens sont confinés et déprimés, inquiets ou en colère, souvent contre tout et aussi contre eux-mêmes. Et je viens d'apprendre que selon une enquête IFOP qui a été menée par Marianne en novembre, selon laquelle les jeunes de 18 à 35 ans sont très inquiets et aussi très insatisfaits, mais que les thèmes qui les intéressent, c'est la religion, les discriminations, l'égalité homme-femme, la génération Covid, l'écologie. Rien sur les arts, rien sur la culture, un peu sur les fêtes. Alors, est-ce qu'on est has-been de poser cette question de savoir si l'art a un devoir? Question par rapport aux jeunes. Est-ce que, d'autre part, est-ce que cette question, l'art a-t-il un devoir, est une question philosophique permanente de Platon à aujourd'hui? Est-ce que donc, en tout cas, c'est sûr qu'il ne faudra pas qu'on fasse ce que refusait de faire Kant, qui, dans sa préface à la critique du jugement esthétique, en 1796, écrivait qu'il faut éviter le ton grand seigneur adopté naguère en philosophie. Il faut argumenter, il faut débattre, il faut raisonner. Alors, argumenter, débattre, raisonner philosophiquement, je trouve que Béatrice nous a proposé finalement 2 problèmes philosophiques. Le premier, c'est les œuvres d'art font plaisir à nos sens, à notre sensibilité, mais les œuvres d'art sont-elles du divertissement, selon le terme de Pascal? Nous éloignent-elles de la réalité et de ses problèmes? Et les jeunes n'en ont rien à cirer. Ou est-ce qu'il faut, comme le disait Platon dans La République, livre 2,
chasser les poètes de la cité. Chasser les poètes de la cité, c'est-à-dire de la cité juste que nous allions construire, que nous devons construire, dit Platon. Oui, il faut les chasser de la cité parce qu'il faut éduquer les enfants par des mythes et des contes pour les sensibiliser, les émouvoir à la sagesse. Parce qu'il faut des cités à l'amour de l'harmonie, parce qu'il faut de la réflexion pour éduquer les gardiens à l'amour du juste, du bien, du vrai, que nous allons établir dans la cité juste. Alors que les poètes, dit Platon, eh bien les poètes, eux, ils racontent des histoires. Ils racontent des histoires, ils font de la littérature, ils racontent des histoires, l'histoire de ce que nous vivons, les guerres, les conflits, etc. Au lieu de nous emmener au-delà de la caverne vers les réalités vraies. Alors, faut-il considérer que l'œuvre d'art est un divertissement? Faut-il chasser les poètes de la cité? Ou faut-il considérer, comme nous l'a dit Béatrice, que les œuvres d'art sont des témoins, c'est ce que disait Marx, des photos de ce que nous vivons, de ce que nous avons vécu? Ou alors faut-il considérer que l'artiste nous fait comprendre qu'il y a le sentiment du beau, dont Béatrice a causé en disant que c'est une émotion à la fois sensible et intellectuelle. C'est-à-dire, dit Kant, le sentiment du beau, c'est pas simplement la sensation de l'agréable, de ce qui me plaît à moi. Quand j'ai le sentiment que c'est beau, j'ai le sentiment que tous les hommes peuvent trouver ce que je trouve beau comme beau. Autrement dit, qu'il y a une universalité humaine. L'art nous conduit à ça, au sentiment du beau, c'est-à-dire au sentiment que tous les hommes peuvent éprouver ce qu'est le beau. Et puis aussi, dit Kant, l'art nous donne à voir du sublime, ce qui est au-dessus de sublimène, au-dessus de la limite, ce qui est illimité, ce qui est infini, ce qui nous transcende. Et il dit d'ailleurs que le sublime, le sentiment du sublime, c'est ce sentiment qu'on éprouve devant le ciel étoilé ou qu'on éprouve devant une action morale, comme celle de Cédric Héroux qui donne le soin aux naufragés de la Méditerranée, ou celle du docteur Pitti qui va jusqu'en Syrie pour empêcher les catastrophes. Deuxième question, donc. Alors, l'art, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne à voir ce qui nous transcende. Il nous donne à voir, comme disait Klee, ce qui n'est pas visible. Il rend visible l'invisible. Paul Ricoeur a repris d'ailleurs cette idée. Si l'art donne à voir autre chose que ce qu'on voit, c'est comme la philosophie qui donne à penser autre chose que ce que l'on pense immédiatement. Deuxième problème, Béatrice nous a dit qu'en effet, au XXe siècle, et a fortiori au XXIe siècle, il y a quelque chose de nouveau qui s'est produit. Ce que Walter Benjamin analyse, un philosophe contemporain, ce qu'il analyse dans l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, où il souligne que l'avènement de la photographie et du cinéma, c'est pas seulement l'apparition d'une nouvelle technique, ça modifie le statut de l'œuvre d'art. L'œuvre d'art n'a plus d'aura. On ne se recueille plus individuellement
devant une œuvre d'art singulière. On n'a plus, comme auparavant, ce qu'il appelle l'émotion esthétique, un moment unique, comme celle ressentie devant un paysage, dit-il. L'œuvre d'art reproductible s'adresse aux masses. Alors, ça a des aspects positifs. C'est la démocratisation de la culture, c'est la désacralisation de l'art, mais ça a aussi des aspects négatifs, dit-il. C'est-à-dire qu'on ne se recueille plus devant une œuvre d'art. Ça devient du divertissement, de la distraction, voire, comme le dénonçait Platon, une simple imitation du réel, la télé-réalité. Alors, si l'art donne à voir, et comme disait Béatrice, donne à penser, comme la science donne à connaître un autre monde possible, où la réalité que nous ne voyons pas, mais que nous pourrions construire peut-être avec les artistes, eh bien, l'art n'a pas de devoir, mais nous avons un devoir. C'est de soutenir les artistes. Et pas seulement quand on est élu, pas seulement quand on est spectateur, mais aussi en cherchant avec eux comment effectivement faire en sorte que l'art devienne un bien essentiel. Comme disait Macron. Je termine là-dessus. Je pourrais y revenir. En période de pandémie, localement, là où on est, chacun, à la fois dans son métier, dans ses rapports avec ses voisins, mais aussi par rapport à l'ensemble de la cité, eh bien, il faut soutenir ceux qui, comme ici à Ivry, le cinéma, qui a pris sur lui d'envoyer systématiquement 3 fois par semaine à tous les amis du Luxi et à tous les habitants qui le savent, des films, et puis d'organiser un ciné-club le samedi après-midi, un ciné-club téléphonique. Soutenir le théâtre Aleph, ici, qui, par exemple, puisqu'il n'a pas possibilité d'aller au spectacle, eh bien, qui a mis en place une télévision qui s'appelle Aleph Résiste, où il produit des spectacles. Soutenir une librairie si elle admet de faire le click and collect, par exemple, ce qu'elle ne veut pas faire, mais pourquoi donc? Soutenir tous ceux qui, effectivement, les artisans et les artistes qui, dans une ville, dans le lieu de travail, dans le lieu où on habite, essayent d'imaginer pour donner à voir autrement la réalité. Voilà, je voulais dire ça. Et Béatrice nous l'a montré d'un point de vue historique. Moi, je voulais souligner cela d'un point de vue à la fois philosophique et citoyen. Voilà. Alors, c'est maintenant... Oui, je ne vais pas ajouter quelque chose. Voilà, c'est Christian qui donne la parole. Il a donné la règle, la première prise de parole en priorité, puis sinon, c'est dans l'ordre chronologique. Mais je ne peux pas résumer les deux. Peut-être la seule chose, pour moi, l'art, est-ce que c'est une question de beauté ou de vérité? Voilà. Est-ce que l'art nous révèle une vérité, d'où la proximité avec la philosophie, ou est-ce que c'est plutôt une question de beauté? Voilà. Mais c'est pas à nous de parler, c'est à vous de nous fournir des matériaux pour qu'on puisse réagir. Voilà. On n'a pas dépassé le temps, hein. Ça va. Parce qu'on me dit toujours que je suis trop longue. Non, c'était très bien. Ben, j'ai pas de demande de prise de parole pour l'instant.
Bon, bah, je vais juste intervenir. En fait, euh, le devoir des artistes, l'art a-t-il un devoir? Enfin, l'art, c'est d'abord, il y a des artistes derrière l'art, et c'est des gens comme les autres, en fait, et ils sont comme les autres, et comme les autres, ils ont des devoirs, et donc utiliser leur art pour répondre à leurs devoirs, c'est-à-dire de participer à la collectivité, de proposer des actions. Alors, par exemple, en faveur du climat, il y a des artistes qui se sont spécialisés sur l'aspect climatique, le changement du climat. Alors, moi, je vois par exemple les bandes dessinées. Il y a des bandes dessinées qui sont destinées aux enfants. Donc, le devoir de la bande dessinée, c'est d'apporter, disons, participer à l'éducation des enfants à travers les bandes dessinées. Les films, effectivement, c'est pareil. C'est bon, il y en a qui font des films de science-fiction ou d'autres, mais il y en a qui font des films qui, culturellement parlant, ont une immense valeur. On est photographe aussi, qui peuvent être considérés comme des artistes. Les peintres, je sais pas, c'est difficile, je ne m'y connais pas suffisamment en peinture pour dire ce que. Bon, à part l'émotion, une peinture m'apporte de l'émotion, ou elle m'apporte, disons, des références historiques. Hein. On voit des scènes historiques au Moyen Âge ou dans d'autres époques. Ça peut être intéressant également. Bon, je laisse la parole. Alors là, j'ai une demande de parole de Guy Louis en attendant. Je ne sais pas si j'ai dit des choses intéressantes, mais bon. Si. On ne voit pas Guy Louis. Alors, Guy Louis, voilà. Mon micro est branché, c'est bon? Oui, c'est bon, on t'entend. Ok. Bon, je suis arrivé en retard. Peut-être, je risque de dire des choses qui ont déjà été dites dans les 2 premières interventions. Donc, je vais vous dire ce que j'ai préparé, c'est 2 ou 3 minutes. Hein. Je n'aime pas prendre la parole trop longtemps. Alors, dans une de ses œuvres, Gilles Deleuze nous dit « L'homme ne cesse pas d'emprisonner sa vie. Il est logique d'en conclure que l'art, ça sert à libérer la vie. » Alors que nous dit Deleuze, il nous dit que notre être, notre condition humaine, nous enferme, et comme nous sommes bien conscients, trop conscients, qu'en étant toujours au-dessous de l'idéal que nous pourrions poursuivre, que ne sachant pas échapper à nos démons, c'est l'artiste qui réhabilite, qui crée le beau, qui met l'homme au-dessus de sa condition par l'acte de créer. Ainsi l'art nous grandit, nous redonne confiance dans l'homme, nous redonne confiance en nous. Donc Deleuze nous dit que l'art nous libère de nous-mêmes. C'est aussi ce que nous dit Nietzsche à sa manière, on connaît tous ça, l'art c'est le beau mensonge qui aide à supporter la vie. Autrement dit, l'art nous libère de nos certitudes, dont celle de notre finitude. Et la philosophie a parfois de la difficulté à débattre de l'art, car ce dernier ne se laisse enfermer dans aucun concept, qu'il soit immanent ou transcendant, il échappe au réalisme comme à l'idéalisme. Il peut être néanmoins un acte de liberté presque subversif. Je donnerai l'exemple de Delacroix en 1830, qui va, faire ce tableau de la liberté guidant le monde. Ça va être très très mal reçu à l'époque. Et pour la petite histoire, il va même jusqu'à coiffer le personnage de la liberté du bonnet des esclaves affranchis. Donc effectivement, c'est pas très bien reçu. L'évolution d'une société par la politique se construit sur l'esprit d'une époque, quand elle ne tente pas de manipuler. Cet esprit se construit sur la culture d'une époque, et les artistes sont les artisans, les bâtisseurs de cette culture. La création artistique
a besoin du champ infini de la créativité. Rarement les artistes ont été du côté du pouvoir absolu. On a souvent dit qu'il n'y avait pas d'art sous les dictatures, sous les régimes autoritaires, et cela est vrai et faux à la fois. On se rappelle pour nous en France que Guitry, Jean Anouilh et d'autres ont continué sous l'occupation à pratiquer leur art. On ne leur en fait pas procès. Hein. Donc, et les libertins, pour revenir beaucoup plus loin, hein, jusqu'aux philosophes des Lumières, ceux-ci ont, comment dirais-je, ont valorisé l'art qui faisait partie de ce renouveau. D'autre part, est-ce que l'artiste partisan ou captif d'une idéologie ou engagé à fond dans une doctrine est encore en création libre? L'art, on le sait, peut servir une cause. D'autre part, peut-on considérer que la création artistique libère du critère de ce que nous appellerons moral ou éthique? Autrement dit, que le génie autoriserait toute liberté. Nous avons vu il y a quelques années une exposition qui était partie d'Allemagne, je suppose, je crois, qui exposait des cadavres statufiés et qui mettait en scène ces cadavres. Bien, nous sommes bien obligés de penser que ça nous rappelle un petit peu les abat-jours, hein, qui étaient aussi partie de la création. Donc l'art n'aurait pas de barrière, l'art serait au-delà du bien et du mal. Un ouvrage de fiction d'ailleurs de Eric Emmanuel Smith pour cette question lorsque j'étais une œuvre d'art, et cet ouvrage est bien dans notre sujet. Alors, et j'en finis, alors serions-nous tentés de dire qu'il faut laisser s'épanouir la création artistique, l'artiste libre dans sa tête et libre dans sa création, l'art comme la colombe, dit-on, loge dans la tête de l'homme, et celui-ci, l'art, est ressenti, comme nous a dit Léonard de Vinci, principalement una cosa mentale. Merci. La cosa mentale. Oui, juste. On va intervenir. Vas-y. Oui. Vas-y, docteur. Si on m'entend. Oui, oui. Si. De l'art engagé, c'est ça qui a fait beaucoup d'encre il y a quelques années. Est-ce que l'art doit être engagé ou est-ce que l'art engagé n'est plus de l'art puisqu'il est au service de... Même si c'est une idéologie, c'est-à-dire idéologie, c'est quelque chose de très vaste, hein, c'est-à-dire pour une vision du monde, pour un idéal, etc. Moi, je n'ai pas d'avis là-dessus. Ce qui me préoccupe beaucoup plus, c'est la phrase de Hegel, et c'était avant Benjamin, est-ce que l'art est encore capable de nous mettre à genoux? C'est-à-dire, est-ce que l'art, effectivement, est devenu un divertissement? Et pour pasticher Marx, moi, je dirais, aujourd'hui, l'art est devenu l'opium du peuple. Parce que qu'est-ce que c'est l'opium? C'est je mène une vie pas satisfaisante, mais pour le supporter, avant c'était la religion, donc je divise ma vie en deux, et les misérables, et puis j'ai quand même la religion, et aujourd'hui, un tas d'amis vont voir des expositions, et pour moi, le critère entre l'opium et de l'art, c'est est-ce que j'en sors changé? C'est-à-dire, est-ce que l'art m'échange ou simplement me permet un moment de détente, de souffler un peu. Un exemple, c'est le film de Chabrol, je ne sais pas si vous l'avez vu, La Cérémonie, où c'est une famille bourgeoise qui a à son service, comment elle s'appelle, elle est très connue, cette actrice qui est analphabète. Ils ne se rendent pas compte parce qu'ils sont durs d'oreilles, de Dieu et de cœur. Ils regardent une fois par semaine un opéra. Là, ils se lèvent dans des hautes sphères et puis dans leur vie, ça ne change rien du tout. Et ça se termine très mal parce qu'elle, avec une amie postière, prennent des fusils et tirent dans le tas. Donc pour moi, l'art n'est pas un divertissement, n'est pas quelque chose qui nous permet de supporter cette vie misérable, mais doit, comme tout ce qui est important, changer, comme la philosophie, la vraie philosophie, un vrai débat, en sortant, je vais changer quelque chose dans mon comportement. Ça doit changer celui qui regarde, ou celui qui écoute, ou celui qui philosophe. Voilà.
C'est d'après les bonnes de Genet, je crois, le film de Chabrol. Ah, d'accord. Avec Sandrine Bonner. C'est ça. Voilà. Et l'autre, oui. Aussi connu. Ouais. Sylvie Testu, non? Non, c'est la fameuse. Bon, c'est pas important. C'est pas Isabelle Huppert? Oui, c'est ça, Isabelle Huppert. Isabelle Huppert, voilà. Pascal est encore assez jeune, il n'a pas comme moi, il n'a pas perdu la mémoire. Voilà, c'est bien. Est-ce que l'œuvre d'art aujourd'hui, et notamment la peinture, mais bon, c'est ce que je connais le mieux, si vous voulez, est-ce que ce n'est pas trop devenu une marchandise? C'est aussi la question qu'il faut se poser. Il y a Edith. Trop lié au marché. Oui. Bon, moi, je veux bien répondre. Oui. Effectivement, c'est une thèse ou un point de vue que d'ailleurs Walter Benjamin défend et à sa suite par Debord, la Société du spectacle, c'est que l'industrie de l'art, l'industrie culturelle, finalement, se soumet au marché. Oui. Et que donc l'œuvre d'art n'est plus une œuvre, comme dit Gunther en reprenant le point de vue d'un Kant ou d'un autre philosophe, peu importe, qui donne à penser un autre monde possible et qui me transforme et ne me distrait pas et ne me divertit pas par rapport à la réalité. L'art n'a plus cette fonction quand les artistes se soumettent à la logique du marché. Bon. Et ils vont même plus loin, aussi bien Walter Benjamin que Marcus, que Guy Debord et que d'autres encore aujourd'hui. Ils vont plus loin en disant que non seulement ce ne sont plus des œuvres d'art au sens propre du terme, mais ce sont des produits qui manipulent les gens, qui manipulent les masses, etc., et qui sont au service d'idéologie, de l'idéologie du tout marché ou du tout spectacle ou du tout divertissement. Voilà. Bon. La création est moins libre, en fait. Oui. D'une certaine façon. C'est surtout qu'elle est soumise. Oui. Elle se soumet. Alors, moi, je trouve que cette critique est trop systématique, beaucoup trop systématique. Que les artistes soient contraints d'entrer dans une logique de marché. Hein. Comme nous tous, nous sommes contraints d'entrer dans la logique de marché. Est-ce que quand on utilise Zoom, on fait fonctionner les GAFA? Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour l'artiste, c'est la même chose. Et il y a des artistes qui, effectivement, entrent non pas en contradiction avec la logique du marché, mais je trouve le moyen de produire, non pas de produire, mais de créer quelque chose qui innove, mais qui en même temps se soucie de pouvoir être entendu, de pouvoir être vu, et donc d'être soutenu par tout un chacun qui n'entre pas, lui non plus, dans la logique de marché. Et là, pendant cette période de pandémie, on l'a drôlement vu. Enfin, moi, ici, au niveau d'Ivry, et
à d'autres niveaux, hein, pas seulement ici dans la localité d'Ivry. Eh bien, il y a ceux qui disent ah ben, je peux plus rien faire, j'arrête tout, je demande à l'État qu'il fasse autre chose, et puis des subventions, des soutiens, des subventions, des soutiens, etc. Et puis il y a ceux qui effectivement disent bon, on est dans une situation de difficulté, la pandémie, l'islamisme et la guerre civile peut-être demain, mais bon, on essaye d'imaginer, on ne critique pas systématiquement le système dans lequel on se trouve pour ne pas trouver de porte de sortie. Voilà ce que je vais dire là-dessus. Mais je ne sais pas si Gunther est d'accord. Oui, mais je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire c'est pour tout aujourd'hui, on peut, et je le fais aussi, accuser le monothéisme de l'argent, mais aussi bien des scientifiques et des artistes réussissent à ne pas à sortir de cette logique. Et moi, je connais des musiciens, des peintres, des poètes qui ont un travail et qui donc sont indépendants, ne sont pas obligés de vendre et de trouver au plus offrant leurs œuvres. Et puis, je dirais même plus loin. Là, Béatrice, vous-même, vous avez parlé de, je n'ai pas encore vu le musée Vuitton, mais je crois aussi des mécènes peuvent aussi, comme du mécène Renaissance, etc., peuvent favoriser des œuvres d'art. Donc, je crois que cette vision, voilà, une société, c'est un peu un marxisme réducteur. Il y a une infrastructure comme un sol qui est pourri, et ce sol pourri ne peut produire que des plantes pourries. Non, il y a des oasis, dont les cafés philo, il y a des oasis ou encore des fleurs magnifiques écloses. Et c'est la même chose pour l'art. Une demande de parole de Laszlo. Oui, bonsoir à tout le monde. Moi que je viens rarement, donc j'ai écouté Béatrice avec une telle attention. Merci beaucoup, j'ai appris tellement. Et je reviens sur les mots qui circulent un peu, l'artiste. Je voudrais les remplacer par les acteurs des arts. Donc également des commerçants, des galeries, de tout autre, et des petits artisans qui aident dans les installations, dans le mettre en œuvre des choses exceptionnelles. Mais je voudrais bien comparer aussi l'art avec la science. Et pareil, les acteurs des sciences. Ils ont tous une certaine responsabilité. Bon, mais l'artiste est moins contrôlable. Un scientifique, s'il annonce un vaccin, on a une certaine façon de comprendre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est un danger de cet acteur dans son domaine. Et pareil dans l'économie même. Des acteurs dans l'économie, pareil. Ils produisent des produits, des dirigeants des entreprises, pareil comme les travailleurs, des livreurs, tout ont leur fonction pour faire un ensemble. Et comme l'art est un ensemble, on peut dire que les sciences est également dans la même façon un ensemble à son devoir. Et pour revenir sur la question d'aujourd'hui, quel devoir est dans l'art, dans ce que est détaché de l'artiste et des acteurs de l'art. Et là, si on regarde avec un esprit philosophique, on peut approcher, comme Gunther tu as dit, la vérité, une piste pour approcher à la vérité, à la réelle, à quelque chose qui est derrière que je ne peux pas transmettre différemment avec les mots ou avec autres moyens. Donc, l'art a un devoir d'ajouter à notre capacité de comprendre quelque chose
avec sa propre moyenne. Et comme c'est dans l'histoire un peu différent et en plus les phases d'esthétique est malheureusement un peu éloignées, mais c'est toujours existant. Et donc, et même l'architecture, vraiment, c'était une merveille de voir de nouvelles créations dans une île comme celle de Louis Vuitton. Donc, c'est exceptionnel. Et là, on n'a pas de souffle. On est tout d'un coup pris dans comprendre que l'art me donne une autre moyenne, une autre piste d'approcher dans la réalité, dans le réel, dans ma capacité de comprendre. Et donc, c'est avec toutes les versions que Béatrice vous avez expliquées, toute forme de l'art et une moyenne, certes toujours un petit peu différente, mais avec le même but. Et je répète, pour comprendre et pour arriver à comprendre la réalité. Merci. Merci. Quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est pour mieux comprendre la réalité ou est-ce que c'est élargir, c'est-à-dire élargir la réalité? Comme a dit Edith, a cité clé, hein, c'est rendre visible l'invisible, mais on peut dire la même chose que la poésie. Qu'est-ce qu'on demande dans la poésie? Une poétesse russe que je n'arrive pas à prononcer, à dire les poètes, c'est comme des éclaireurs, c'est-à-dire ils vont dans le qui n'est pas encore symbolisé, qui n'a pas encore de mots, ils vont dans ce chaos qui n'a pas encore été formalisé. Et ensuite vient la philosophie, c'est-à-dire eux, ils explorent des terrains dangereux. Et là, il y a un poème de Schiller qui rend ça très bien, s'appelle Le plongeur. Qu'est-ce que c'est le plongeur? Il y a un roi qui promet sa fille à celui qui va trouver un calice, c'est ça un calice, qui jette dans l'eau pour le chercher. Il y en a plein qui restent, il y en a un qui le ramène. Ça veut dire que le poète, il y a beaucoup de poètes qui se sont suicidés ou sont devenus fous parce que justement, ils plongent dans leur propre intériorité qui n'est pas déjà formatée, qui n'est pas déjà symbolisée. C'est eux qui agrandissent un peu au point de vue symbolique, les taches blanches du réel. Hein. La Terre, elle avait des taches blanches hein, qui n'étaient pas été explorées. Et le réel, l'art, civilise ou prend du terrain sur quelque chose qui n'était pas encore symbolisable et symbolisé. Ils prennent des risques. Voilà. C'est pas celui qui simplement fait chanter des petits oiseaux, etc. Ils prennent des risques parce qu'ils s'affrontent ce qu'on appelle au réel, c'est-à-dire le réel qui est indicible. Ils disent ce qui est indicible et ils disent pour la première fois. Donc, ils élargissent notre surface intérieure et extérieure. C'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que j'ai compris ce que tu as dit. J'ai une demande de prise de parole de la part de Britt. Première prise de parole. Mais on ne le voit pas. Je suis frustré. Vas-y, parle, Britt. Normalement, on devrait te voir. Je ne vois pas, Britt. Christian, moi, je ne sais toujours pas comment participer. Oui. On t'entend. Comment? Oui, je sais qu'on m'entend. Oui. Voilà. J'ai allumé le micro. Et tu me vois toujours pas, Günther? Ah, là, je te vois. Très bien. Donc, je voudrais revenir à deux choses, sinon trois. D'abord, répondre aux exemples donnés par Eddie et Edith sur l'art contemporain et qui se soumet à la marchandisation. Non, c'est Béatrice qui a posé la question. Moi, je suis d'accord qu'il y en a trop qui le font, trop, vraiment trop. Et je pense à Jeff Koons. Hein, donc, comment
oui, c'est pour choquer. C'est pour choquer. Il n'y a rien de beau là-dedans, tout au moins pas pour moi. Et c'est tellement éclatant que c'est fait pour l'art en tant que marchandise que il n'y a pas d'autre mot. Oui, le petit, oui, effectivement. Maintenant, ils ne sont pas tous obligés. Jeff Koons n'est certainement pas obligé de faire ce qu'il fait parce qu'il a déjà, il fait partie de ceux, des milliardaires, hein, tout simplement. Bon, mais revenons au sujet véritable, c'est l'art engagé ou non engagé. Hein. Personnellement, je me rappelle de deux exemples qui remontent quand même au début du dernier siècle, donc du XXe siècle, du temps des grands bouleversements et de deux guerres mondiales. Alors, il y a Leni Riefenstahl, qui, elle, une grande photographe, se met au service de Hitler, met son art de photographie au service des Jeux olympiques d'Hitler à Berlin. Et elle n'a jamais renié cette... non, c'est vrai qu'elle est un... Moi, j'adore ces photographies. Mais quand je sais, en même temps, c'est elle qui le fait et comment elle a joué avec le pouvoir. Oui, elle peut-être en tant que femme aussi était un peu obligée pour se mettre dans la lumière de jouer avec le pouvoir hein, et donc se soumettre à leur... Mais bon, c'est une grande artiste, mais engagée dans un sens que je n'aime pas socialement. Et l'autre, c'est à la même époque Fritz Lang, qui lui, par contre, a quitté l'Allemagne pour les États-Unis et qui a créé ce chef-d'œuvre de film M. le Maudit. M. le Maudit, qui a bouleversé même notre conception de la justice. C'est-à-dire, il a initié pour la première fois cette question, est-ce que quelqu'un est vraiment responsable de ses actes? Et les neurosciences, en fait, ça revient à la psychologie et aux neurosciences. Aujourd'hui, on dirait les neurosciences, mais à l'époque, on s'est posé quand même la question s'il n'y a pas des excuses pour ces meurtriers qui sont compulsifs. Voilà, les trois exemples que je voulais donner. Donc, d'une part, l'art peut être une vraie marchandise. D'autre part, elle peut être grande, mais se mettre au service d'un pouvoir étatique. Bon, peut-être elle n'avait pas le choix, Leni Riefenstahl. Encore qu'on a toujours le choix. Et Fritz Lang, qui lui a quitté le pays et a donné le meilleur de lui-même dans un film comme M. le Maudit. L'art engagé également. Et donc, moi, je ne dirais pas qu'il y a deux sortes d'art. Il y a deux sortes d'artistes dans ce cas-là, parce que les deux sont des grands artistes. Leni Riefenstahl et Fritz Lang sont des grands artistes. Hein. Donc, c'est compliqué. Hein. On ne va pas catégoriser tout ça, mais on peut partir seulement d'exemples. Hein. Voilà, je voulais donner ça comme contribution. Louis a fait une deuxième prise de parole. Guy Louis. Ah. Excuse-moi, il y a le téléphone qui sonnait en même temps. Ah, d'accord. Donc, en deux points, je dirais que le créateur n'est pas toujours dans la démarche de faire une œuvre avec un devoir. Hein. Il crée, il s'exprime, donc l'art n'a pas toujours un devoir. Parfois, n'a pas toujours un devoir, je confirme. Et donc, je reviens, Christian, tout à l'heure, a évoqué le cinéma. Le 7e art, je crois que c'est parmi les créations artistiques un de ceux qui a le plus d'influence sur la société aujourd'hui, de par sa diffusion. Et il peut, comment dirais-je, faire tomber des préjugés. Je pense à certains films qui vient dîner ce soir. Tout le monde a vu ça. Je pense à Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Je pense à Dupont-la-Joie.
Donc, je pense il y a des arts qui touchent beaucoup plus le public et qui peuvent avoir une influence très importante. J'ai pensé entre autres à ces films, il y en a beaucoup d'autres. Voilà, je rends la parole. Je voudrais revenir à Britt une seconde. Est-ce qu'on peut séparer l'œuvre de son auteur? Parce qu'il n'y a pas que Riefenstahl, il y a Céline, il y a Heidegger par rapport à la philosophie. C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas un autre problème? Et que l'art est. Voilà. Est-ce que ce n'est pas simplement l'art, mais en général, est-ce qu'on peut séparer même l'homme politique, hein? Est-ce que l'homme politique, aujourd'hui, on est devenu américain parce qu'on pense si un homme ou une femme aime son mari et les chiens, ça sera un bon homme politique. Hein? Mais moi, je suis habitué à ce qu'on sépare. Voilà. Quelqu'un peut être humainement peut-être plus que critiquable, on peut faire la bonne politique. Non, mais je veux revenir à Béatrice au début, et c'est ça pour moi l'enjeu. Est-ce que c'est une mission ou un devoir? Oui. C'est-à-dire la mission, est-ce que l'artiste, un vrai artiste, moi je pense, il ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire ce n'est pas un choix. C'est qu'un vrai artiste, il est comme une femme enceinte. Il faut qu'il crée quelque chose parce que c'est sa mission. C'est-à-dire il est inspiré par quelque chose. Autrefois, c'était les dieux, les muses. Aujourd'hui, ça va être l'inconscient ou encore autre chose. Mais un vrai artiste n'est pas celui qui se demande qu'est-ce que je vais faire, vendre des choux, faire de la science. C'est qu'il ne peut pas faire autrement. Ils le disent d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'ils disent, ce n'est pas uniquement l'art est thérapeutique, mais les artistes eux-mêmes se guérissent en faisant leurs œuvres d'art. C'est un peu comme des coquilles qui font une perle parce qu'ils sont malades, parce qu'il y a un grain de sable dans leur muqueuse et ils font une perle. Donc, je pense que c'est une mission ou même, oui, une mission, oui, ça me prévient, plus qu'un devoir. Oui, il y a une demande de parole de Jessica. Ah oui, c'est moi. Juste avant de... Oui. Voilà, Gunther parlait de dissocier l'œuvre de l'auteur. Ben, c'est mon livre de chevet en ce moment. Très bien. Jessica, c'est à vous. Bon, c'est une question très intéressante parce que moi, je suis artiste, hein, je suis peintre. Et donc, la question, c'est très intéressant parce que beaucoup de gens refusent de connaître les auteurs des œuvres, par exemple, alors que d'autres vont, au contraire, chercher la rencontre. Par rapport à ce qu'on a dit, pour moi, c'est une nécessité, c'est pas un choix même, hein, pas forcément. Après, le travail d'un artiste, qu'est-ce que c'est? Bon, mais c'est plutôt, moi je dirais, du côté du chercheur ou de l'explorateur. Si vous êtes un artiste professionnel, vous devez faire comme dans tous les métiers, c'est-à-dire approfondir et travailler votre sujet le plus possible. Ensuite, quand on parle des artistes riches, les connus, etc., il faut voir qu'il y a quand même plusieurs systèmes. En France, par exemple, il y a plus de 60 000 artistes peintres déclarés. Parmi ceux-là, il y en a moins de 5% qui ne font que ça, qui ne vivent que de ça. Et il y a des quantités de circuits différents aussi. Peut-être que le grand public n'en perçoit que très peu, mais c'est pas exactement sur 5 galeries et 4 marchands d'art que se fait l'art. Bon voilà, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il y a des quantités d'artistes. Il y a déjà des arts très différents, et après il y a des quantités d'artistes qui vont dans des directions différentes. C'est ça qui est enrichissant. Donc, évidemment, on ne peut pas tout aborder ici. Bon, moi, je dirais que si l'artiste a un devoir, c'est le devoir de partager son travail, comme beaucoup d'autres le font dans d'autres métiers. On pourrait se demander aussi si c'est un métier à part. Et voilà, quoi. Mais c'est vrai que le devoir de montrer et de partager, oui, ça en fait partie. Maintenant, est-ce qu'il doit se mettre à être au service de la politique ou tout ça? Il y a aussi, il faudrait pas mélanger l'artiste et celui qui pratique les arts appliqués.
C'est ça les arts bien qu'un artiste peut faire des commandes, comme ça c'est toujours fait, que ça se pratique encore beaucoup aujourd'hui. Donc voilà ce que je veux dire. Merci Pascal. Sic qui veut parler. Bernard Sic qui veut parler. Tac. Oui, j'ai demandé la parole tout de suite parce qu'à un moment donné, Jessica elle disait un mot qui me semble très intéressant, enfin, quand on parle d'art, c'est celui de nécessité. Il me semble que l'artiste, alors moi je ne le suis pas, hein, mais donc je parle de l'extérieur, agit parce que c'est nécessaire, enfin pas crée, parce que c'est nécessaire pour lui. En fait, dans cette idée de nécessité, il y a la notion de ne pas avoir le choix, en quelque sorte. Il peint, il écrit, il compose, je sais pas quoi, ce qu'il doit faire, mais ce qu'il doit parce que c'est nécessaire pour lui. Et ça, je trouve que c'est intéressant, ça, dans le sens où, en effet, même dans l'histoire, une grande partie de l'histoire de la peinture s'est faite sous commande, par exemple. Et ça n'a pas empêché qu'il y ait de très grands artistes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est si on regarde par exemple la peinture de la Renaissance italienne, enfin, que je connais bien, ils peignaient tous sous commande. Et malgré tout, justement, il y avait cet aspect de nécessité, c'est-à-dire cet aspect de l'artiste qui se met dans son œuvre, qui était tout le temps là. Les sujets étaient imposés. Je ne sais pas combien on a peint d'annonciations dans l'histoire de la peinture, et en particulier à la Renaissance. Et toutes les annonciations sont différentes. Et elles sont différentes parce que les peintres sont différents. Donc, et c'est ça qui est intéressant. Moi, c'est ça qui m'a vraiment... je suis venu à la peinture par la peinture religieuse. Et tout de suite, j'ai été fasciné par les annonciations, mais en me disant, mais comment ça se fait qu'elles sont toutes différentes, quoi. Et petit à petit, j'ai vu que c'était le peintre qui me faisait rentrer dans son univers, dans lui, en fait, j'ai envie de dire. Hein. Et donc, c'est vraiment cette notion de nécessité vraiment importante. Et ça me fait penser d'ailleurs à cette phrase de Picasso qui disait « Je ne cherche pas, je trouve ». C'est-à-dire qu'en fait, il trouve sans chercher. Si on dit l'art a un devoir, on va obliger l'artiste à chercher. Il faut chercher à dire ceci ou chercher à dire cela. Et en fait, il devient artiste quand il trouve sans chercher, quoi. C'est-à-dire quand il arrête de chercher, en fait. Et alors, il y a ce moment-là, il crée du beau. Et tout à l'heure, quelqu'un a dit ça, l'artiste crée du beau. Et c'est vrai qu'il ne recherche pas le beau, il le crée. Lui-même, ce qui n'était pas beau avant devient beau. Parce que c'est l'artiste qui impose. C'est pour ça que, enfin, je parle de quelqu'un que j'ai un philosophe que j'aime beaucoup, mais Nietzsche prend souvent l'artiste comme exemple d'homme libre. Parce que l'artiste impose sa valeur, impose ses valeurs. C'est-à-dire qu'il dit, ben voilà, pour moi, ça c'est beau. Peut-être que ça plaît à personne, mais pour moi, ça c'est beau. Donc c'est le geste nietzschéen par excellence. Hein. Comme, je ne sais pas, Cézanne qui dit, voilà, donnez-moi des triangles, des rectangles, des cercles, et je vous peindrai le monde. Jamais personne n'avait dit ça, jamais personne n'avait eu l'idée de géométriser comme ça la peinture, la représentation du monde. Ben, lui, il l'a fait, puis bon, on sait ce que c'est devenu derrière, mais quelque part, il ne s'est pas posé la question de savoir si ça plaisait, si c'était politiquement, enfin, si ça correspondait à telle ou telle idée, etc. Il l'a fait. Et il a créé du beau en faisant ça. Enfin, donc, chaque artiste crée du beau. Parce que c'est cette nécessité qu'il a en lui. Donc, la notion de devoir liée à l'artiste me gêne beaucoup, je dois avouer, parce que justement, pour moi, l'artiste, c'est celui qui échappe au devoir. Voilà. Après, ce qui n'empêche pas l'artiste de participer à des tas d'activités à l'extérieur. Je parle de l'artiste au moment où il crée son œuvre. Hein. Je ne parle pas de l'artiste dans la vie. Après, il peut être engagé, il fait ce qu'il veut. Enfin, je veux dire, heureusement, il ne passe pas sa journée à peindre ou à composer. Mais au moment où il crée, il échappe au devoir. Sinon,
je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, merci. Enfin, excusez-moi, le thème était bien l'art a-t-il un devoir et non pas l'artiste, ça fait toute la différence. Et vous parliez tout à l'heure de la peinture de la Renaissance. Bon, je remonterai un petit peu plus loin, mais l'artiste c'est quand même une notion tout à fait moderne. À l'époque, c'était un artisan face à un commanditaire. Et les commanditaires étant souvent l'Église, j'ai vu qu'il y avait une question sur la peinture religieuse, qui était aussi une peinture propagandiste, c'est certain. Beaucoup de gens ne savaient pas lire à l'époque et effectivement, une manière de lire la Bible, eh bien, c'était de lire les sculptures de pierre en quelque sorte sur le parvis, sur la façade d'une église. C'était une Bible c'était une scène ouverte en fait. La Bible à ciel ouvert. Alors, juste une petite précision, justement, la notion d'artiste est apparue en peinture à la Renaissance, puisque c'est à la Renaissance qu'un peintre, qui s'appelle Filippo Lippi, a demandé à être payé pour son œuvre et pas pour les composants de l'œuvre. C'est-à-dire qu'avant, on payait, excusez-moi, la toile, les pigments, la façon, le temps passé, etc. Et Filippo Lippi, à un moment donné, a dit, non, non, moi, je suis quelqu'un de célèbre et donc je veux être payé tant par œuvre. Et donc là, il a en effet détaché le paiement de la façon comme le faisaient les artisans. Donc c'est pour ça que la Renaissance est intéressante à ce niveau-là. Oui. Nouvelle demande de parole de Britt. Et moi? Qui est vous? Qui est moi? Edith. Ah, pardon, Edith, d'accord. Non, mais après. Puis j'ai vu Bernard Sick depuis longtemps. Ah bon? Ça, je n'ai pas vu. Il ne l'a pas marqué. Ah bon? C'est une toute petite remarque. On ne sait pas faire. Ok, allez, Britt. Juste pour rebondir sur ce que venait de dire Pascal. Effectivement, je me rappelle, Michelangelo, il a été, son œuvre de la chapelle de Sixtine, donc son chef-d'œuvre, a été commandité par un pape. Et le pape l'a contraint de faire ça parce que c'était extrêmement difficile. Donc, il a créé, il ne voulait pas, mais il ne pouvait pas refuser au pape. Sinon, il y avait punition. Et donc, effectivement, il a raison. Hein. Là, c'est l'œuvre c'est son plus belle œuvre qu'il a créée, et avec sous toutes les contraintes de son corps, hein, renversé dans la chapelle sous le comment on appelle ça, pas le toit, mais la coupole. La coupole, voilà. Donc, effectivement, hein, il a créé, peut-être justement, on ne sait pas. En tout cas, quand un artiste crée, ça veut dire qu'il crée du beau. Hein, et peu importe les conditions. Alors, Edith et après Bernard. Voilà. Ah ben non, il n'a pas encore causé, Bernard. Ouais, mais bon, comme toi, tu es animatrice. Non, mais bon, comme tu veux. Bernard n'a pas encore causé. Bernard, si, alors. Allez-y, Bernard. Oui, il me semble qu'on réduit l'art à quelque chose d'un petit peu impalpable et que l'art est en fait une façon, un ensemble de façons de communiquer. Et cela va depuis le langage, où on communique précisément, mais où passent peu les affects, jusqu'à la peinture ou à la danse, où là, c'est les affects qui prédominent. Et je me demande si on ne devrait pas être plus ouvert à toutes les formes d'art,
sans essayer de leur donner d'obligations, d'exiger des droits. C'est une façon de s'exprimer pour certains et une façon qui touche plus ou moins, qui est plus, suivant qu'elle est réussie ou non. Alors, c'est pour les questions de la vente, les questions du message, je crois que, il me semble que c'est un petit peu des choses qui se sont ajoutées, qui sont venues compliquer la question, mais, et même parfois de la dénaturer. Voilà. Edith et après Guy-Louis. Moi, je voudrais revenir sur devoir. Cadre ton ordinateur. Bon. Alors, je voudrais revenir sur devoir, mission, nécessité. Finalement, on est passé de l'idée de devoir à l'idée de mission. Et puis de l'idée de mission à l'idée de nécessité intérieure. Et ce qui me fait me demander pourquoi l'artiste est appelé un créateur alors que le scientifique est appelé un inventeur. Bachelard, qui fait l'épistémologie de la connaissance scientifique, a écrit des ouvrages à la fois sur la connaissance scientifique et la création artistique. Et il considère que l'artiste est comme le scientifique, un inventeur. Un inventeur, pas un découvreur. Quand on dit par exemple que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, c'est une erreur de langage. Christophe Colomb n'a pas enlevé le voile sur l'Amérique. Il l'a découverte au sens où il l'a rencontrée, il l'a trouvée sur son chemin. L'artiste, comme le chercheur scientifique, c'est un inventeur, dit Bachelard, de surréel. C'est-à-dire, il ne découvre pas la réalité, il n'enlève pas le voile sur la réalité, mais il ne crée pas non plus une autre réalité, mais il donne à voir pour l'artiste, à connaître pour le scientifique, le surréel. Donc, reprenons d'ailleurs l'expression de Klee, il rend visible l'invisible. Mais c'est-à-dire, non pas ce qu'on ne voit pas parce qu'on a les yeux bouchés, mais ce qu'on ne voit pas dans la perception commune. Donc, l'artiste, en ce sens, n'a ni mission, ni devoir, mais il est celui qui nous offre à partager, et là je reviens sur ce que disait Guylaine, nous offre à partager une autre façon de rencontrer le réel. Je voulais revenir là-dessus. Et puis, je voudrais revenir aussi sur ce qu'a dit qui sont au service du pouvoir, involontairement, parce qu'ils ont besoin d'avoir un beefsteak dans leur assiette, ou volontairement, parce qu'ils se soumettent au pouvoir tyrannique, ou bon. Mais quand on dit ça, on ne fait pas ce que demandait Christian, de séparer l'artiste de la femme ou de l'homme. Elle s'est mise au service du pouvoir
cette grande photographe en tant que femme âgée, pas âgée, voilà, dans la situation où elle était. Mais en tant qu'artiste, elle ne s'est pas mise au service du pouvoir. Et c'est en cela qu'elle est grande. Elle donne à voir ce qu'elle invente, comme disait l'autre, ce qu'elle cherche, ce qu'elle invente comme réalité. Et ce problème-là, hein, eh bien, aujourd'hui, on a sacrément à se le poser, hein, parce que la séparation entre l'homme et l'artiste, il y a tout un mouvement aujourd'hui, qui est le mouvement de la cancel culture, qui nous vient des États-Unis et qui se développe à grands pas ici, hein, qui ne sépare pas l'œuvre de l'artiste, ne les sépare pas, et qui décide qu'aujourd'hui, le mouvement artistique doit être un mouvement de décolonisation des arts, par exemple, hein, décolonisons les arts, sous la direction de Leila Kukierman, Gerty Dambury et Françoise Vergès, et combien d'autres, hein, décolonisons les arts et dénonçons finalement les artistes qui ne font pas œuvre artistique au profit de toutes les victimes et de tous les damnés de la terre, hein, au profit des racisés, des descendants d'esclaves, des enfants d'immigrés, des victimes des colonisations, etc. Et l'artiste alors, quand on ne sépare pas l'homme de l'artiste ou la femme de l'artiste, eh bien l'artiste alors a un devoir de produire de l'art contre. Et là, je retiens la leçon de Michel Serres, qui m'a enseigné ça et qui a enseigné ça à mes élèves. Hein. Faut jamais être contre. Faut être pour. L'artiste, il n'a pas à être contre. En tant qu'artiste, il a à être pour, c'est-à-dire qu'il a, en tout cas, l'histoire de l'art nous montre que c'est ce qu'il a toujours fait, un vrai artiste. Tout à l'heure, Gunther disait un vrai artiste. Un artiste, c'est celui qui est pour une autre façon de voir, pour une autre façon d'entendre, pour une autre façon de toucher, pour une autre façon de fabriquer le monde dans lequel on se trouve. Bon. Oui, il faut séparer l'homme de l'artiste ou la femme de l'artiste. Et on a été, sur toute la France et à Ivry aussi, en proie et en difficulté avec cette question. Je dirais autrement. L'artiste, il doit être à côté, pas contre, mais je crois un artiste, c'est comme les grands amoureux, oui, ils sortent de la réalité, c'est-à-dire ils ne sont pas politiques, ils sont dans leur propre monde, ils sont dans leur propre monde. Et oui, ce que dit Malraux, hein, en art, il n'y a pas de contre. En art, il n'y a pas de contre. Hein. Peut-être, mais ils peuvent être contre, je ne sais pas, ils peuvent être contre le régime, hein, en dehors de l'art. Artiste, mais dans l'art. En tant qu'artiste. Ni en tant que scientifique. Oui. Ça fait penser à André Roubliev, le film de Tarkovsky, où André Roubliev a dit au moment de l'invasion des Mongols, il fait ses peintures et il ne s'occupe pas, c'est-à-dire il ne résiste pas, il fait ses icônes extraordinaires. Mais je voudrais venir à l'idée que l'art produit du beau. En aparté avec Edith, le tableau de Picasso, Guernica, c'est pas beau. Je suis bombardé, c'est-à-dire ça crie, il y a des bruits. Ce n'est pas la même chose que de regarder à Michel-Ange ou ce qui dit Renaissance de l'Annonciation. Là, on est terrorisé. Donc, je pense que l'art, c'est plutôt la vérité
c'est lié au temps moderne, parce qu'au temps moderne, avec l'industrialisation, avec les machines, avec l'artificiel qui a remplacé l'artistique, c'est ça qui est difficile, ça a la même étymologie. Hein. Aujourd'hui, on pense tout ce qui est artificiel est artistique. Il y a des peintres qui soulagent, et ce qui soulage est beau. Non, c'est pas beau, c'est ni beau ni laid. Est-ce que Bacon, ces corps complètement distordus, ça nous dit quelque chose sur nous, c'est-à-dire nous sommes on est tordus par notre époque, c'est-à-dire la destruction de l'humain au sens de la destruction de l'intériorité, il y a un tas de livres là-dessus. Donc je crois que l'art n'est pas beau, ça doit refléter une vérité. Voilà. Dernière chose, je crois qu'il y a une différence fondamentale entre science et art. Fondamentale, c'est Castoriadis qui m'a fait comprendre. C'est dans la science, il y a un progrès. On sait très bien si Einstein n'aurait pas trouvé la relativité, si le calcul différentiel n'aurait pas été inventé par tel, il y a un progrès qui est quasiment logique. Tandis que dans l'art, et c'est Castoriadis, je crois, si le Paradise Lost de Milton, le paradis perdu, n'avait pas été écrit, personne ne l'aurait écrit. Si Picasso n'aurait pas fait ces tableaux, il n'aurait pas fait. Il y a aujourd'hui les peintures pariétales sont aussi fascinantes que Picasso ou que Soulage, tandis qu'en science, on ne peut plus croire au phlogistique ou à la Terre est plate. etc. Donc, la science, elle connaît de mieux en mieux la réalité, tandis que l'art, elle élargit la réalité. Ça a été dit, aujourd'hui, je ne sais pas qui a dit ça, c'est pas créé, ce n'est pas l'art n'imite pas la nature, elle crée la nature. Depuis qu'on a peint les paysages, Pascal qui doit le savoir, un peu, on a peint les paysages à un certain moment, et à ce moment-là, on a vu les paysages autrement, c'est-à-dire ça nous fait voir des choses, ça nous fait entendre quelque chose. Tandis que la science, elle, c'est pas contre la science, mais un abîme entre connaître, toi tu dis connaître, et tu as un autre mot, penser, comprendre. Voilà, ce sont deux choses différentes. Voilà, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas à moi de parler, c'est à vous. Alors, j'ai Guy pour commencer et Laszlo ensuite. Guy? Oui, je reviens sur une phrase que j'ai entendue. L'artiste, c'est lui qui échappe au devoir. Je ne pense pas. On en a des exemples. Je pense que l'art n'existe pas sans l'artiste, ou alors on enlève la signature. L'art n'a pas d'entité propre à partir du moment où c'est quand même l'artiste qui est. C'est la création d'un artiste, c'est son expression. Et je reviens sur Picasso. Lorsque Picasso va faire Guernica, c'est en 1937. Les fascistes viennent de bombarder Guernica. Picasso est horrifié et donc il fait cette toile. Et il doit faire cette toile à la demande du gouvernement opposé, en exil, gouvernement opposé à Franco à l'époque. Et c'est pour l'exposition de 1937 à Paris. Et donc il fait cette toile et j'ai récupéré quelque chose qu'il disait à cette époque-là. Il dit, et donc dans cette toile, il va en quelque sorte, et ça c'est Cynthia Fleury qui l'exprimait quelquefois, il va sublimer la tragédie. Et donc il disait au moment où il allait exposer cette toile, j'exprime clairement mon horreur sur la classe militaire qui fait sombrer l'Espagne dans un océan de douleur et de mort. La peinture n'est pas faite pour décorer les appartements. Peindre un tableau, c'est engager une action dramatique au cours de laquelle la réalité se trouve déchirée. Ce drame l'emporte sur toute autre considération. Fin de citation. Donc le tableau va être exposé à Paris à l'exposition de 1937 sur les sciences, les arts, je ne sais plus comment elle s'appelait. Et en fait, l'idée
qui était celle-ci, c'était d'obliger le gouvernement français à rentrer dans le conflit espagnol. Et finalement, il n'en sera rien. Il y a une petite histoire que vous connaissez peut-être, sur une exposition plus tard, dans les années plus tard. Picasso est dans la galerie ou l'établissement où sont exposés ces tableaux, dont Guernica. Il y a à côté de lui un officier allemand qui le regarde et on lui dit c'est Picasso. Et l'officier allemand dit alors c'est vous qui avez fait ça? Picasso dit non, c'est vous. Laszlo, si vous voulez. Donc, j'ai fait la suite, mais pour moi, un autre aspect, l'art a un devoir de transmettre l'histoire. Dans les peintures, c'est bien simple. On regarde des peintures de la Renaissance, il y a tellement des éléments de l'histoire de cette époque-là. Mais ce qu'aujourd'hui, je n'était pas évoqué, c'est la musique. C'est un art aussi. Et dans la musique, surtout la musique à la maison. Dans les familles, il y a depuis de préhistoire jusqu'à 50 000 ans. Et maintenant, c'est terminé. Mais il faut que vous sachiez que ma langue maternelle est hongrois. Et là, il n'y avait pas une écriture de l'histoire. L'histoire était transmise par les chants. Et c'était chanté dans les familles. Et on chante encore dans certains petits villages aujourd'hui l'histoire qu'ils étaient il y a 4000 ans au bord de Volga. Donc l'art a un devoir de transmettre l'histoire. Et si on arrête dans certaines branches de l'art de faire ce devoir de transmettre l'histoire, on va pas arrêter de transférer, arrêter de pas transférer l'autre chose que surtout aussi autre valeur que l'histoire. Et c'est pour ça que je m'inscris exactement pour la question que l'art a un devoir de transmission de quelque chose. Et c'est pour, comme Edith a dit, l'art peut être uniquement pour transmettre une réalité de l'histoire, un effet de l'histoire, par exemple. Mais l'autre, l'art, peut tricher, peut prendre l'artiste en avant et pas l'œuvre et pas l'art même. Et si, comme philosophe, il fallait vraiment poser la question, qu'est-ce que c'est l'art? On ne peut pas les définir avec tous les mots. Il y a beaucoup de choses qui sont définies par l'art même. Et ça, c'est élargi une façon de notre compréhension, comme j'ai dit tout à l'heure. Et pour moi, l'art a un devoir dans ce sens-là, pas uniquement pour l'histoire, c'est aussi pour élargir notre attention de faire qu'est-ce qui va disparaître. La diversité des animaux, dans la nature et tout cela, si on ne peut pas regarder les tableaux avec un certain animal ou une certaine plante, dans 100 ans, c'est disparu. Donc, c'est aussi un devoir de l'art, cette fois dans la peinture. Merci. Jessica, j'ai vu que vous avez ouvert votre micro, vous souhaitez peut-être intervenir? Voilà. Alors, je vais revenir sur ce qu'a dit Edith. Alors, je ne sais pas si l'artiste est deux personnes à la fois, mais en tout cas, l'œuvre est indépendante de l'artiste, ça c'est certain. Et l'œuvre, elle a vocation en fait à quitter son créateur. Forcément, c'est un peu comme un enfant qui sortirait de la maison, par exemple. Et elle a aussi vocation, moi je suis très attachée à la notion d'œuvre ouverte, c'est-à-dire que finalement chacun va se l'approprier, la lire, et ce qui fait aussi qu'aujourd'hui on peut encore parler et trouver beaucoup de choses à dire de tableaux qui ont plus d'un siècle. Et donc ça c'est très important, alors pour la peinture et aussi pour des arts collectifs comme par exemple le cinéma.
où on va attribuer, où on va pas arriver à faire la différence entre l'œuvre et l'artiste pour un film, alors que l'œuvre en question, elle est quand même l'œuvre de à peu près 400 personnes. C'est donc pour revenir là sur la question qu'avait soulevée Edith. Donc voilà, je pense que l'œuvre, elle doit être absolument lue en dehors de son auteur, de sa vie privée, de ses opinions politiques, de tout ça. Plus elle sera perçue par ailleurs et par un nombre de gens importants, plus elle existera par elle-même, l'œuvre. Voilà. Béatrice, vous souhaitez rebondir? Pascal, oui. après. Oui. Alors, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Gunther sur Guernica, enfin, sur Picasso, sur Soulages, sur Bacon. Plus que la beauté, c'est le choc esthétique, avant tout. Et là, c'est le corps qui réagit par enfin, le poil hérissé, quoi, véritablement. Avant l'intellect même, avant de se dire c'est Guernica, donc il y a, c'est une peinture engagée. Je crois qu'il y a, oui, c'est le corps qui réagit. Devant Bacon, c'est pareil. Hein. C'est le choc esthétique. Après, oui, je repense à cette phrase de Picasso. Et je rebondis sur ce qui a été dit avant, je ne sais plus par qui, par Gunther aussi, c'est-à-dire le peintre ne peint pas la nature, il la crée. Et Picasso a dit, je ne peins pas ce que je vois, mais je peins ce que je pense. Et c'est on a là dans cette phrase toute la naissance de la peinture moderne. Après, je rebondis aussi sur ce qu'a dit Jessica. C'est vraiment intéressant d'avoir l'avis d'une artiste parce que bien souvent, il y a des critiques d'art enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Jessica, mais qui s'engagent peut-être un peu trop dans l'interprétation d'une œuvre, qui n'est peut-être pas fidèle à ce qu'a voulu y mettre l'artiste ou le peintre. Non, je ne sais pas, Jessica, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'à un moment, l'œuvre, elle devient indépendante et on va pouvoir lui donner des sens différents. Elle sort de chez elle. Je vous dis, c'est un peu comme un enfant, par exemple, qui quitterait ses parents. C'est un peu comme ça. Et on va pouvoir le voir de manière différente. Il y aura des lectures différentes. Pour moi, la plus mauvaise lecture, par exemple, d'une œuvre, c'est ce qu'on pourrait entendre parfois de conférenciers qui vont s'attacher à des choses qui sont tout à fait extérieures à la peinture, à une histoire, à un truc, un fait. Et ça, c'est très dommage parce que la peinture, c'est autre chose qu'une histoire en image, en fait. C'est ça qu'il faudrait arriver à comprendre. Mais la notion d'Umberto Eco d'œuvre ouverte, elle est extrêmement juste et intéressante. C'est celle-là qu'il faut, à mon avis, pour les spectateurs aussi, pour les regardeurs, c'est extrêmement important de ne pas être sous le poids de tout ce qu'on a pu lire, de tout ce qu'il y a dans les livres d'histoire et d'histoire de l'art et de savoir, etc. Il faut avoir un regard neuf, c'est l'approprier, c'est ça, et y voir des choses que même l'auteur n'y voit pas. Oui, c'est ça qui est intéressant aussi dans l'art, c'est que les regardeurs, les spectateurs, ils vont y mettre plus même, ou autre chose, ou différemment, que l'auteur. C'est-à-dire l'œuvre, elle peut dépasser son auteur. D'ailleurs, il y a des quantités d'exemples dans l'art comme ça. Il faudrait peut-être même pas regarder les étiquettes. Vous voyez, c'est-à-dire souvent les spectateurs, ils se raccrochent à des trucs, alors que en fait, il faudrait arriver comme ça, tout nu. C'est très très important ce qui vient d'être dit, et ça contredit un peu ce qu'a dit Edith et moi-même en citant Hegel.
l'art est encore capable de mettre à genoux. Parce qu'il dit maintenant, peut-être les gens, mais moi, il y a l'art, me met à genoux, me met en larmes. Et ce qui est épouvantable dans le musée, quand on voit des guides, les gens ne regardent pas le tableau, ils écoutent celui qui explique. L'histoire. C'est-à-dire, c'est complètement aberrant. La petite histoire, peut-être un petit peu plus grande histoire, mais la peinture, c'est pas de l'histoire. Mais surtout, de la musique aussi, je pense, et de l'interprétation de la musique aussi. Mais surtout, il faut d'abord, j'appelle ça d'une façon générale, quel que ce soit, d'abord aimer et ensuite savoir. Oui, c'est ça. S'il n'y a pas d'abord ce choc que le grec appelait le thambos, un frisson sacré, à ce moment-là, tout le reste, c'est de la rationalisation, c'est la culture, c'est plus l'art, etc. Donc, c'est épouvantable, ces guides et ces gens qui ne regardent pas, ils simplement, maintenant, je sais ce que c'est. C'est-à-dire, voilà, c'est un peu en plus long que celui qui prend une photo et pense qu'il a, voilà, maintenant j'ai la photo, je l'ai intégrée. Il faut subir justement ces chocs. Ça, c'est très, très important. Il y a des définitions de l'art. Chacun a sa définition de l'art, comme chacun a sa définition de la philosophie. Moi, c'est la phénoménologie. C'est pas Kant. Kant, c'est quelque chose quand même, l'esthétique, c'est-à-dire c'est quand même quelque chose qui me plaît sans concept. Pour moi, c'est la phénoménologie. Ça veut dire quoi, la phénoménologie? C'est que pour apprécier une peinture, il faut être soi-même peintre. Pour apprécier un poème, il n'y a pas cette séparation entre le créateur et celui qui regarde. Et ça vient de très loin. Ça vient de Platon quand il dit, pour voir le soleil, il faut que l'œil ait quelque chose du soleil. Oui. Et quand Hölderlin dit, ne croit au divin que ceux qui le sont déjà. C'est-à-dire, une œuvre d'art doit rendre plus créateur, c'est de création, pas réciproque, parce que lui, le créateur, il est plus là. Mais c'est à voir aussi avec la philosophie, c'est-à-dire ça doit être étonnant. L'étonnement. Et l'étonnant, c'est très fort, c'est le tonnerre. Hein. C'est un coup de tonnerre. Il y a un coup de tonnerre qui nous déplace, qui nous... Dernière chose sur Kant et l'universel. Kant ne parle pas du tout d'universel. Ce qu'il dit, c'est que vous allez voir, avec un très bon ami, il adore, je sais pas, les huîtres, moi je les aime pas. Je vais pas essayer de le convaincre. Je vois un film extraordinaire et je lui dis, va le voir. Et il dit, non, je l'ai pas aimé, je le laisse pas partir. Je lui dis, mais écoute, t'as vu ça, va le revoir, etc. C'est-à-dire, l'universel n'existe pas. Sans arrêt, on nous dit l'universel, c'est universalisable. C'est-à-dire, je peux amener l'autre pour se mettre sur mon terrain. Dernière chose, même se mettre d'accord sur un désaccord, c'est déjà de l'universel. C'est pas le général, je sais pas qu'on est tous du même avis, mais je sens qu'il y a là une vérité que je peux partager avec quelqu'un. Et c'est ça l'art. Mais pardon. Attendez, l'universel n'est pas du tout du domaine de l'artiste, mais des marchands d'art. Hein. Pourquoi la Joconde a-t-elle... Personne ne l'a jamais acheté. Okay. Ah oui. Attendez, là maintenant, on va laisser la parole à Pascal, qui l'a demandé depuis un moment, et puis après, Edith conclura. Très bien. Et on passera au sujet des prochaines séances. Alors, Pascal, pardon. Il a trop bu. Tellement l'habitude quand j'anime d'avoir mon micro ouvert tout le temps. Oui, non, je vais être très court, parce que là, on approche de la fin. Non, je voulais juste faire une petite réflexion sur l'art au service du pouvoir, ou l'art a été au service pendant très longtemps de la religion. Et je me disais, en fait, est-ce que ce n'est pas un jeu de dupes? Qui est au service de qui? Parce que finalement, par exemple, si on reprend l'exemple de Michel-Ange et de la Sixtine, qui se souvient du nom du pape qui a commandé le plafond de la Sixtine? Alors, c'est Jules II, hein, mais enfin, qui s'en souvient, quoi?
Donc, qui était au service de qui, finalement? Qui a utilisé l'autre? Qui a vraiment utilisé l'autre? Enfin, vous voyez, mais ce que je veux dire, là, on voit bien la liberté de l'artiste, parce que on peut croire utiliser un artiste, et c'est peut-être l'artiste qui nous utilise. Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est même la liberté ultime de l'artiste, hein, c'est que justement, on ne peut pas l'utiliser, en fait. Quand on croit l'utiliser, c'est lui qui nous utilise. Voilà. C'est très profond ce que tu dis, parce que je pense que ça va plus loin. C'est Michel-Ange a utilisé Dieu pour sa propre œuvre. Pas le pape, mais il a utilisé Dieu pour faire son œuvre. Et non pas l'inverse. Oui, je crois, oui. Edith? Aussi, il faut peut-être aussi penser à toutes les œuvres brûlées, hein, au nom d'un régime. Est-ce que vous m'entendez là ou pas? Oui, on t'a entendu, Britt. Ok. Alors, Donc, Edith, non, mais au service, ça ne va pas. d'accord. On conclut. Edith? Moi, je voudrais revenir juste sur la notion d'universel. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Gunther, parce que je pense que, comme d'habitude, je pense que quand Kant dit que je trouve que telle œuvre de peintre ou telle rhapsodie ou telle sculpture est belle, quand je dis c'est beau, c'est que j'ai le sentiment que c'est pas seulement agréable pour moi et désagréable pour l'autre, que c'est pas seulement ça me plaît, c'est joli, mais j'ai une émotion qui me fait dire « Oh, c'est beau !» et j'ai envie que l'autre trouve que c'est beau aussi. Et d'ailleurs, je lui dis « Viens voir, c'est beau !» Mais c'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'il y a une universalité humaine, que tous les hommes peuvent, au-delà de leur sensation d'agréable, de plaisir individuel et particulier, peuvent trouver quelque chose de beau. C'est ça que dit Kant. Et donc, c'est l'idée que il y a en l'être humain le sentiment que nous sommes tous semblables, qu'il y a une universalité humaine. Voilà, je voulais revenir là-dessus. Et puis, c'est exactement ce que j'ai dit. Hein. Non, tu as dit que c'est en universalisant, hein, que tu vas dire à l'autre, regarde, viens voir, c'est beau. Je ne peux pas lui imposer. Il y en a qui n'aiment pas. Qu'est-ce que tu fais avec les gens qui n'aiment pas Mozart, qui disent non, Mozart, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas des êtres humains. Hein? Si, mais quand tu... Ça, voilà. Et ceux qui se battent contre l'idée de l'universel humain en disant à chacun ses goûts, ses couleurs, etc. Oui, mais attention. Non, justement, j'ai distingué les huîtres. Les huîtres, ce n'est pas universalisable. Non, mais je ne vais pas insister. Mais si c'est une œuvre d'art, un bon ami, tu sais ce qui se passe en Autriche? Si deux amis vont voir un film et l'autre est fasciné et l'autre ne l'est pas, ils ne sont plus amis. C'est même une question d'amitié. Tandis que universalisable, je peux justement, parce que je pense, l'autre devrait le découvrir. Mais je ne peux pas lui imposer. On a fait tellement de dégâts avec l'universel, le droit universel, etc. On a imposé aux autres ce qu'on pense être universel. C'est ça le danger. Moi, je n'impose rien à personne. Ouais. Ce que je pense, c'est que je veux que, effectivement, mes enfants, mes petits-enfants et mes élèves et mes amis et mes voisins se disent il y a de l'universel qui existe et on va essayer de le faire partager. Voilà. Bon, c'était ça que je voulais dire. Mais une autre chose sur laquelle je veux revenir, une autre chose, c'est que l'homme et l'œuvre, hein, quand on est prof de littérature ou de philo ou d'histoire, eh bien, pendant longtemps, il a fallu faire d'abord la biographie de l'artiste, hein,
et puis après, on montre ce qu'il a fait. Alors que nous, on nous a enseigné, bon, à une époque lointaine un peu déjà, on nous a enseigné qu'il faut étudier la structure de l'œuvre, hein, et indépendamment de la biographie de l'auteur. Et maintenant, tout le monde revient sur la biographie de l'auteur, hein, sur la biographie de l'artiste, sur Polanski, hein, ah, il a été violeur. Alors, son œuvre, c'est nul. Et violeur, au lieu de se demander quelle est l'œuvre de Polanski. Je voulais terminer sur cette petite remarque un peu déplaisante pour certains, peut-être. Voilà.